Plateforme. Les sciences humaines. IRSEM. Projection de force et de puissance de l'Antiquité à nos jours. La révolte des Boxers et l'expédition de Pékin avec Hugues Tertré. Ce cycle de conférences aborde de façon transversale et transhistorique une thématique qui est la question de la projection de force, projection de puissance, ou de façon plus restreinte ce qu'on appelait au début, fin 19e, début 20e siècle, les corps expéditionnaires. Donc non pas les entreprises de conquête stricto sensu ou de guerre entre guillemets normales, mais ce que les anglo-saxons ont appelé à une époque aussi les opérations de hit and run. Alors, on a abordé l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne, la Révolution française. On a déjà fait un tour au XIXe siècle avec l'expédition française au Mexique. Nous voilà pile au tournant 19e, 20e siècle, avec l'année 1900, donc la fameuse révolte des Boxers en Chine, qui a donné lieu à la fameuse expédition de Pékin, qui est d'autant plus intéressante à étudier que c'est l'un des premiers exemples de corps expéditionnaires multinationales, chose auxquelles les armées d'aujourd'hui, les armées occidentales d'aujourd'hui commencent à être habituées depuis les années 90, mais qui en 1900 était une radicale nouveauté. Et puis, pour vous rafraîchir la mémoire, je vous signale quand même que le sujet de cette expédition de Pékin a été au début des années 60, en 63 je crois, l'objet d'un film célèbre de Nicolas Ray, Les 55 jours de Pékin, je vous le rappelle, avec Charlton Heston, David Niven et surtout Ava Gardner, n'est-ce pas ? Voilà. Mais c'était un film effectivement très très orienté. Je l'ai revu il y a quelques années. C'est étonnant et c'est d'une candeur, je dirais kiplingienne, à la gloire de l'homme blanc apportant la civilisation. C'est un film assez extraordinaire. Ça en devient kitsch de nos jours. Donc pour présenter cette expédition de Pékin, le professeur Hugues Tertré de Paris 1, qui a longuement travaillé sur d'abord et avant tout le Vietnam et les différents conflits indo-chinois, les questions économiques, mais qui travaille aussi pas mal sur la Chine et les questions asiatiques en général, si je ne m'abuse. Hugues, tu as la parole pour 1 heure. Merci. Merci Laurent, et je vais prendre ma part du fardeau de réduire le temps en essayant de faire une conférence un petit peu plus brève qu'1 heure, pour parler effectivement de la révolte des Boxers et de l'expédition de Pékin. Tu as bien fait, Laurent, de rappeler effectivement ce film de Nicolas Ray, effectivement 63, et qui brouille quand même un petit peu l'image qu'on se fait de la chose. Parce que si on la met avec les autres éléments visibles de l'opération, en particulier le fameux discours sur les Huns de Guillaume II qui harangue ses troupes avant le départ, et qui, lui, va arriver après la bataille, on ne sait plus très bien, effectivement, ce qui se passe. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un moment très important. On ne le sait pas encore, mais on est 14 ans avant 14, forcément. Et donc, le système international n'est pas encore à nous qui sera celui de 1910-1914, n'est pas encore complètement en place. Et je me demande d'ailleurs si ce qui se passe à Pékin en 1900 ne va pas jouer un rôle. Bon, le terrain sur lequel je suis, si j'ose dire, a été élaboré en différents sens par les historiens, par la revue historique des armées qui vient de sortir en octobre dernier un article de Jean-François Brun sur l'intervention de 1900-1901. Jean-Pierre Goman, qui me fait l'honneur d'être au premier rang, a publié également dans cette revue en 2003 un article sur l'expédition internationale contre les Boxers et le siège de légation qui se focalise essentiellement sur l'été 1900, si ma mémoire est bonne. Et donc, moi, pour essayer d'être un peu original, j'ai été quand même voir des archives diplomatiques, militaires. Enfin, être original, c'est un peu difficile. C'est de l'être, étant donné tout ce qui a pu être écrit. Je signale aussi que les historiens chinois ont pas mal écrit, notamment sur les Boxers. Et j'ai une doctorante qui, j'espère, va soutenir bientôt, chinoise, qui en a même fait un bouquin. Et donc, la question, est aussi renouvelée de ce côté-là.
Bon, il s'agit d'une question, coalition internationale, expédition coloniale. Je vais essayer d'y répondre en conclusion et développer mon argumentation autour de 3 mots. Ce n'est pas très original. Le contexte, les opérations et l'évaluation, bien sûr, qu'on peut faire de tout cela. Je vais essayer de gagner du temps sur le contexte qui, sans doute, vous est plus connu que le reste. Au tournant du siècle, la situation de la Chine est très mauvaise. Elle n'est pas colonisée, mais elle est dans un véritable étau impérial. Et d'autre part, les relations entre les puissances, qui vont en principe aller ensemble à Pékin, ne sont pas fameuses. Alors, la situation chinoise, pour commencer rapidement. Depuis 60 ans à peu près, la Chine connaît une série d'enfoncements successifs, depuis la guerre de l'opium en particulier, et à chaque fois, qui ont entraîné à chaque fois des pertes de souveraineté et une présence accrue des Occidentaux, en particulier par le biais de ces quartiers qui sont au départ en dehors des grandes villes, mais qui bientôt vont devenir le centre de nouvelles grandes villes, qui sont les fameuses concessions. Et pour Tianjin, c'est très important, on va y revenir. Le système impérial est un système figé, malgré les 100 jours de réforme auxquels l'impératrice Cixi a mis un terme en septembre 1998, donc c'est tout jeune, tout chaud. Il faut dire qu'on a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose, d'une certaine manière, dans le rapport de la Chine aux étrangers depuis le début du XIXe siècle, quand, par exemple, Lord Amherst, qui était un représentant de la couronne britannique en 1816, a essayé de rencontrer l'empereur, mais on lui imposait un protocole réservé aux pays tributaires. Il n'a pas accepté, il est reparti, il n'a pas vu l'empereur. On est un petit peu dans la même configuration, en ce sens que la présence délégations à Pékin, qui a été imposée dans les années 1860 par les Occidentaux, fait toujours problème et va être d'ailleurs un élément de déclaration de guerre aux Occidentaux en l'été 1900, leur demandant de faire sortir les légations de Pékin. On ne veut pas d'étrangers dans les villes chinoises. Cette situation et le fait que la situation n'ait pas vraiment changé est liée aussi, peut être comparée plutôt, à ce qui s'est passé au Japon, puisque le contact avec l'Occident au Japon a produit une adaptation assez remarquable. Là, on est toujours dans l'époque Meiji, en 1900, dans l'ère Meiji, alors qu'en Chine, au contraire, on s'est braqué, on s'est replié sur ses traditions. Et justement, d'ailleurs, la Chine vient de subir une défaite militaire en 1894-95 contre le Japon, à sa plus grande surprise. On va de surprise en surprise dans tous les camps à ce moment-là dans le secteur. Et cette défaite, sanctionnée par le traité de Shimonoseki, entraîne une dernière curée en fait des Occidentaux en Chine. C'est ce qu'on appelait le break-up of China, la dernière vague des concessions, des ports ouverts, des ports à bail, etc., etc. Une situation très très difficile, très très éprouvante forcément pour les Chinois qui ne comprennent pas exactement ce qui se passe, et aussi pour la population, et en particulier la population paysanne qui se soulève dans cette période, 1898-1899, en particulier dans le Shandong, c'est-à-dire cette province du nord-est qui est sous influence allemande, précisément, et où les missionnaires sont très actifs. Souvent, ces révoltes sont nées de petits incidents locaux qui a promis des querelles de clochers, si j'ose dire, qui souvent n'auraient pas dû donner lieu à de grands problèmes, mais qui sont liés aux missions, qui sont liés Il y a une histoire particulière, par exemple, qui est la volonté pour des missionnaires de construire une église sur un terrain vacant, sauf que ce terrain vacant avait abrité auparavant un temple taoïste. Donc, vous voyez tout de suite le problème culturel, procès, contre-procès, et ce genre de petits événements, cette micro-histoire bouillonne, et il y a d'autres incidents de ce type qui débouchent sur cette révolte paysanne qui fait que des dizaines, des centaines de milliers, bientôt de paysans sont en révolte dans le nord du pays,
Ces paysans pratiquent un art martial, d'où le nom de boxeur. Et justement, la doctorante que j'avais est une héritière, est une petite arrière-petite-fille de boxeur, donc elle connaissait parfaitement la culture locale. Et les paysans se tournent volontiers et plutôt contre les symboles étrangers, c'est-à-dire en gros les trains et les églises. C'est les trains et les églises qui sont les cibles favorites de ces révoltés. Dans un monde que je disais marqué par l'étau impérial, si on regarde une carte de la zone, on a l'impression effectivement que la Chine est prise dans une mâchoire géante dont la partie supérieure serait l'Empire russe et la partie inférieure serait l'Empire britannique, avec une extension française sans doute. Et puis au bout, un nouvel empire qui se prépare, c'est l'Empire japonais. On est en plein chantier colonial autour de la Chine. La Chine elle-même, on la considère toujours comme un pays étranger, comme un pays souverain, malgré tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer aussi. Mais l'étranger occidental est très proche. Et en fait, pour remettre de l'ordre, en quelque sorte, c'est facile, c'est pas loin. Les premiers, et qui en reviennent, ce sont les Japonais. Ils se prennent pour des Occidentaux, c'est pour ça que je les mets dans la même catégorie, dont la base militaire est à Hiroshima, et qui, les premiers d'ailleurs, vont venir dans la région de Tientsin pour essayer de calmer le jeu. Les Russes ne sont pas très loin, puisqu'ils sont en train d'achever le transsibérien au nord de la zone. Il y a un raccord là, entre la partie qui a été construite à partir de Vladivostok et celle qui a été construite à partir de l'ouest. Il y a un raccord qu'on est en train de faire en mordant sur la Mandchourie. Enfin, bon, je ne rentre pas dans les détails. Toujours est-il que les Russes sont là, ils sont à portée d'une expédition de cheval. Les Français ne sont pas très loin non plus en Indochine, où Paul Doumer est en train d'organiser l'Union indochinoise. Et d'ailleurs, dans la situation troublée que connaît la Chine du Nord, parce que la France voit les choses de manière globale en Asie, pas seulement l'Indochine, commence à prendre des dispositions militaires, réunir quelques tirailleurs tonkinois. Et quand on connaît l'amour des Vietnamiens pour les Chinois, donc ce n'est pas un problème que de les envoyer, que de les projeter éventuellement en Chine. Les Anglais sont évidemment tout près, un peu plus loin, non pas beaucoup plus loin, en Inde. Alors eux ont très fortement asiatisé aussi leur armée, ce sont des Sikhs, des Gourkhas, et c'est eux qui vont être envoyés d'ailleurs. Les Allemands même ne sont pas très loin, ils sont dans le Pacifique, ils ont des archipels à portée de la main, puis cette zone dominée du Shantung. Les Américains même sont aux Philippines précisément depuis 1898, après leur victoire contre l'Espagne. Donc tout le monde est là déjà, autour du théâtre qui va éclater en quelque sorte en 1900. Les relations entre les puissances ne sont pas bonnes, même si elles sont là, elles ne sont pas bonnes. Le principal événement qui nous intéresse, c'est la rupture entre l'Allemagne et la Russie, les deux empires. L'Allemagne ayant finalement reconstruit une alliance avec l'Autriche, Hongrie et l'Italie, la Triplice, renouvelée en 1882. Et la Russie qui, de son côté, s'est tournée vers la France. L'accord franco-russe, c'est évidemment un des grands événements, un des grands éléments d'actualité des années 1890, en 1893 précisément, et l'opinion publique y a été, comment dirais-je, fortement sensible, a été très, très mobilisée pour accueillir les marins russes qui montaient de Toulon, etc. Bon, c'était un grand moment international. Curieux mariage que celui de la République et de l'Empire tsariste, mais bon, c'était ainsi et c'est l'événement. Par contre, il faut se souvenir que les relations restent très mauvaises avec l'Angleterre et très mauvaises également, très mauvaises. Non, et les relations de l'Angleterre avec la Russie restent également très mauvaises. Donc, on n'est pas encore dans la configuration où on sera au début de la Première Guerre mondiale. Et donc, en fait, si les Anglais se rapprochent du Japon plutôt que de la Russie, l'idée même d'une coalition dans ce microcosme un peu planétaire qu'est la Chine du Nord, la région de Pékin et de Tianjin, l'idée même d'une coalition est en fait une idée très improbable parce que les acteurs ne se vouent absolument aucune amabilité ou aucun respect. Donc sur cette toile de fond, comment vont se dérouler les opérations ? Le conflit est une surprise pour les Occidentaux. Ils vont le dire dans tous leurs rapports, ou du moins dans les rapports
des attachés de défense. On ne les appelle pas encore comme ça, ce sont les attachés militaires, enfin ça revient au même. La surprise est assez importante, semble-t-il, et la surprise du déclenchement des opérations. La situation n'est pas saine. Comment est-ce que les choses se mettent en place? Il y a cette révolte paysanne qui s'attaque aux Occidentaux et à leurs symboles. Il y a un empire mandchou, Qing, à Pékin, qui ne fait pas grand-chose pour les réprimer, alors que parfois ces paysans retournent leurs armes aussi contre les seigneurs locaux, etc. Donc il y a tout un jeu là qui dure quelques semaines où les Occidentaux, les puissances, avec un grand P comme on dit, où les puissances tentent d'obtenir de l'Empire Qing des mesures contre les boxeurs. De temps en temps, les autres disent oui, puis ils reviennent sur leur décision. Il y a un jeu extrêmement ambigu qui se déroule, alors que des démonstrations navales sont faites au large pour bien montrer quand même à Pékin qu'on n'est pas là pour rigoler, etc. Et donc, au mois de mai, les ministres des puissances, les ambassadeurs des puissances présents à Pékin se concertent et obtiennent l'envoi d'une première colonne internationale. Mais pour l'instant, c'est 3 fois rien. C'est 337 hommes de 6 nationalités différentes pourtant, et qui viennent à Pékin essentiellement, en gros, pour une opération de maintien de l'ordre ou de protection des légations. 6 nationalités différentes dans lesquelles ne figure pas l'Allemagne. L'insurrection proprement dite des boxeurs, et ce qui va effectivement constituer la surprise, c'est pour juin. Début juin, il y a en gros 3 semaines assez tragiques entre les premiers coups de feu qui sont tirés contre les employés de chemin de fer et puis la reprise de Tianjin. Je ne vais pas vous énumérer tout ce qui s'est passé chaque jour, mais quelques éléments tout de même un petit peu marquants. Encore une fois, on ne sait pas très bien sur place, les Français ne savent pas très bien ce qu'il faut penser des dirigeants chinois. Est-ce qu'en cachette, ils soutiennent les boxeurs ou est-ce que simplement ils ont perdu la main? Par exemple, à Tianjin, le consul de France demande au vice-roi, c'est le petit nom accordé à ce personnage qui représente l'autorité impériale à Tianjin, demande au vice-roi de protéger sa cathédrale, etc. Et le vice-roi lui dit, vous inquiétez pas, il ne se passera rien. Le soir même, la cathédrale a été brûlée. Bon, des incidents comme ça, il y en a eu pas mal, au point qu'on ne sait plus très bien, effectivement, qui fait quoi. L'ambiance, d'ailleurs, je vous lis un petit extrait d'un rapport de l'époque, l'ambiance des pratiques un petit peu rituelles des boxeurs. Je lis cet extrait d'un rapport militaire ou d'un rapport de synthèse sur la situation après que des employés de chemin de fer et leurs familles aient dû prendre par différents moyens la fuite, harcelés par les bandes des boxeurs, et donc ils sont soumis à un certain nombre d'attaques. Les assaillants s'avançant, je lis, jusqu'à une petite distance des Européens, s'avançaient jusqu'à une petite distance des Européens et se livraient à leur gymnastique habituelle, comme pour défier les balles, qui, d'après leurs croyances superstitieuses, ne pouvaient les atteindre. Parfois, tenant entre leurs mains les côtés de leurs longues robes, ils exécutaient une sorte de danse sous le feu de la mousqueterie, et toutes les fois qu'un projectile passait près d'eux, ils secouaient leurs vêtements, comme pour faire tomber le plomb contre lequel ils se disaient préservés par leurs incantations. Voilà l'ambiance. Donc, effectivement, non seulement c'est une surprise, mais enfin une surprise un petit peu déroutante compte tenu de la manière avec laquelle les choses se présentent. Le 4 juin, il n'y a plus de train pour Pékin. Bon, alors évidemment, cette coupure des trains, c'est un petit peu plus grave que les pannes de métro, mais enfin, c'est quand même gênant. D'autant plus que 2000 Russes sont présents à la gare de Tianjin pour essayer de contrôler la gare. Ils y arrivent à peine, tellement la foule en colère, commence à s'énerver. Le 10 juin, ce sont les lignes télégraphiques qui sont coupées entre Pékin et Tianjin. Alors là, c'est déjà plus gênant parce qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe. Évidemment, on ne sait même plus. Heureusement, il y a des gens qui arrivent à passer. Et c'est là que se déroule un événement qui montre l'impréparation des puissances dans cette affaire et qui est aux antipodes d'une projection militaire. C'est l'histoire de la fameuse colonne de l'amiral Seymour
amiral britannique qui avait réussi à amarrer quelques navires dans la rivière qui passe à Tientsin et qui permet donc de gagner Pékin. Devant la situation que je viens de décrire, il décide immédiatement, contre l'avis du consul de France d'ailleurs à Tientsin, il décide immédiatement de monter une opération sur Pékin pour aller mettre un peu d'ordre. Avec cette autosatisfaction très occidentale à l'époque, et peut-être pas seulement à l'époque, qu'on allait faire ça en quelques heures, que ce serait une promenade militaire. Bon, alors les chiffres varient, ils sont autour de 2000, à monter dans 5 trains quand même différents, direction Pékin. Et assez rapidement, ils se trouvent bloqués par des barrages édifiés par les boxeurs ou l'armée impériale, on ne sait pas encore très bien. Et une situation qui peut faire sourire, mais qui devait être assez difficile à vivre, au deuxième blocage, donc à mi-chemin entre Tientsin et Pékin, qui ne sont pas des villes très éloignées. Non seulement ils sont bloqués, mais ils se rendent compte qu'on est en train de démonter les voies devant eux. Donc ils ne vont pas pouvoir aller plus loin. Non seulement ils démontent les voies devant eux, mais ils se rendent compte aussi qu'on démonte les voies derrière eux. Alors évidemment, là aussi, la tension est à son comble et cette petite troupe doit battre retraite en direction de Tientsin, qu'elle va mettre longtemps à regagner. L'insurrection des boxeurs est assez générale, puisqu'en effet, dans le même temps, j'avais parlé de la ligne télégraphique coupée, dans le même temps, les premiers détachements de boxeurs rentrent à Pékin le 13 juin. Pour faire sauter d'éventuels verrous militaires, les marines des puissances qui sont au large, qui sont dans le golfe du Borail, s'emploient à dégager les forts chinois, notamment à Dagu, qui sont présents ou qui peuvent fermer l'accès et qui ferment l'accès au cours d'eau qui va à Tientsin. Ces ports sont pris le 17 juin. Dans une ambiance aussi où on ne sait pas très bien qui est responsable de quoi. Ça, c'est un autre extrait qui raconte l'histoire d'un enseigne de vaisseau. Il faut encore que je la retrouve. Si je ne la retrouve pas, je vous la raconte. Oui, je ne la retrouve pas, donc c'est pas grave. L'enseigne de vaisseau russe qui va rencontrer le mandarin local et qui lui dit, écoutez, je suis quand même un peu étonné parce que là, vous avez des torpilles que vous mettez en place. Qu'est-ce que vous comptez en faire? Alors le mandarin lui dit, mais non, il n'y a rien. Mais écoutez, si, je passe devant plusieurs fois par jour avec mon bateau, je vois bien que vous installez des torpilles. Et le gars du Japon, mais vous savez, les torpilles, je les connais bien, elles ne partiront pas. Mais dit-il à l'enseigne de vaisseau russe, puisque vous voulez une réponse à votre question, je vais contacter Tientsin, le vice-roi, et je vous promets une réponse très rapidement. Alors la réponse était attendue pour 2h du matin. À minuit, les canons ont commencé à tonner. Et, la bataille générale s'est déclenchée. En fait, cette prise d'effort de Dagu semble avoir entraîné directement l'entrée en ligne des réguliers chinois, donc de l'armée impériale. Et Tientsin est pris très vite par environ 30 000 boxeurs et des réguliers chinois, les 18 et 19 juin. Ce qui fait d'ailleurs qu'on n'a plus d'archives avant 1900 pour les concessions, et en particulier françaises, puisque la violence de l'attaque a dû être telle que tout a disparu. Et le rapprochement, en fait, de la fraction conservatrice du pouvoir chinois et des boxeurs, qui vont s'appuyer l'un sur l'autre pour contenir ces diables d'étrangers, va pouvoir entrer en action. Le slogan qui, dès lors, se généralise, c'est « Soutien au Tsing » chez les Chinois. Soutien au Tsing, mort aux étrangers. Avant, c'était seulement les étrangers qui étaient visés. Maintenant, les Tsing sont embarqués, en quelque sorte, dans l'affaire. C'est là que la cour impériale lance un ultimatum aux puissances, demandant le départ des délégations, ces fameuses délégations qui font tâche à Pékin. Évidemment, sans succès. C'est le lendemain, 20 juin, qu'est assassiné l'ambassadeur allemand von Ketteler, et la guerre est de fait déclarée
entre le pouvoir impérial chinois qui s'appuie sur les boxeurs et les puissances. Le siège des légations, le fameux siège des légations, les 55 jours de Pékin commencent le 20 ou le 21 juin, mais peut-être qu'avec le décalage horaire, on pourra résoudre cette question. En fait, les choses vont s'organiser à ce moment-là comme une vraie guerre entre Tientsin et Pékin. Chacune des parties s'organise comme il le peut. Du côté chinois, on réappelle au pouvoir le 8 juillet, enfin au pouvoir, oui, quelqu'un qui connaît les étrangers comme sa poche pour avoir négocié avec tout le monde et qui s'appelle Li Hongzhang. Li Hongzhang, donc, est le Talleyrand chinois, a-t-on dit, peut-être. Enfin, en tout cas, quelqu'un de fort estimable et de fort brillant dans son métier. Du côté des puissances, on se concerte, on forme un conseil de guerre, et on décide une attaque générale des positions chinoises, c'est-à-dire de Tientsin et puis après de Pékin. La prise de Tientsin est réalisée et les concessions et la vieille ville dans des conditions difficiles avec 14 000 hommes environ les 13 et 14 juillet. À partir de là, puisqu'ils étaient arrivés à reprendre Tientsin, ils se sont dit pourquoi on ne va pas à Pékin, c'est pas loin, je ne sais plus si c'est 120-150 km, mais enfin c'est pas une distance phénoménale. Ils y vont. Et le 14 août, mettant fin aux 55 jours, justement, le 14 août, entre donc dans Pékin. Et là aussi, il n'y a pas eu de projection de force, puisque ce sont les hommes qui étaient là et les renforts qui sont arrivés quand même pour former un corps de 13 500 hommes à peu près, dominés par les Japonais et les Russes, qui sont les plus présents en fait dans l'action. Les Japonais, je vous l'ai dit, sont arrivés les premiers, les Russes n'étaient pas loin, donc 4 000 Russes, 4 000 Japonais, 2 000 Anglais, 1 500 Français, 1 500 Américains, 500 Allemands seulement. 500 Allemands seulement. Donc avec les renforts, ça fera bientôt 20 000 hommes. Et vous l'imaginez, mais on n'a pas beaucoup écrit là-dessus, des violences forcément considérables, la fuite de l'impératrice Ceci et de son entourage, et puis les renforts qui affluent, mais qui vont arriver après la bataille. Et c'est le paradoxe de cette affaire. Car la guerre va s'étendre sur la Chine du Nord dans toute la période suivant le déblocage du quartier des légations. Il y a un contraste entre cette arrivée tardive et d'une certaine manière inopérante des colonnes de renfort des puissances et le discours extrêmement martial que Guillaume II avait fait le 28 juin, je crois, le 27, à l'embarquement des marins en Allemagne. Je lis quand même quelques extraits de cet ordre du jour musclé. Suce à l'ennemi, écrasez-le, pas de pitié, pas de prisonnier. Celui qui vous tombera sous la main est un homme mort. Il y a 1000 ans, les Huns du roi Attila se sont fait un nom qui retentit formidablement aujourd'hui, comme dans les mémoires et les contes, que le nom des Allemands acquiert en Chine la même réputation, pour que jamais plus un Chinois n'ose même regarder un Allemand de travers. Ambiance. Donc, c'est sur cette contradiction entre un discours extrêmement martial, mais des troupes qui arrivent après coup, que l'état de guerre s'installe et se développe dans la Chine du Nord. Les Français qui ont envoyé, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, des renforts depuis la France, et non pas seulement d'Indochine, les Français arrivent le 20 août, et les rapports d'arrivée disent textuellement, la guerre est virtuellement terminée, on arrive, on va voir. Les Allemands qui ont mobilisé en juillet, justement, bien harangués par l'empereur Guillaume II, voient leurs premiers détachements arriver le 7 septembre. L'affaire est finie depuis la mi-août. Mais la guerre va se poursuivre tout de même. La guerre va continuer dans toute la région du Shantung, de Tientsin, de Pékin, parce que si les Qing tiennent encore le pouvoir entre leurs mains, ils ne tiennent pas nécessairement les boxeurs entre leurs mains, et que donc la situation demeure, la situation de révolte se poursuit, et on ne sait pas si c'est des opérations de police ou des expéditions militaires, mais enfin en tout cas, un état de guerre se poursuit effectivement en Chine du Nord.
Pourtant, un protocole est accepté par les Chinois assez vite pour mettre fin aux opérations. Il est accepté le 16 janvier 1901, mais il mettra quand même plusieurs mois avant d'être signé. Il sera signé le 7 septembre 1901. Après un an de guerre, en fait, entre la reprise du quartier délégation et la signature de cette paix, un an d'état de guerre s'est tenu en Chine du Nord. Alors, bon, on dit qu'on ne s'est pas acharné sur les Chinois à l'occasion de ce protocole final signé le 7 septembre. Néanmoins, les indemnités demandées aux Chinois étaient de 450 millions de taels, plus des indemnités diverses. Le calcul a été fait que ça représentait 4 fois le budget chinois. Mais on ne s'est pas acharné, on aurait pu certainement être plus dur. En tout cas, dans ce protocole est entérinée la présence de corps d'occupation étrangers en Chine. Les Japonais vont y rester, ce sont les seuls en fait qui en profiteront vraiment, puisque un peu plus tard ils commenceront la conquête de la Chine. Mais il y a un corps militaire français qui stationne à Tientsin et qui va rester en place pratiquement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc les Occidentaux sont militairement installés après cette affaire des Boxers sur place. D'ailleurs, si on visite maintenant Tientsin, on peut visiter les casernements italiens qui ont été retapés. Je ne sais pas à quoi ils servent maintenant, mais en tout cas, le débat sur le patrimoine des concessions est ouvert en Chine pour savoir s'il faut les détruire ou les conserver. On fait un petit peu les deux, d'après ce que j'ai compris. Bon, comment évaluer tout ça? Par rapport, en tout cas, à la commande, si j'ose dire, qui m'était faite, de savoir dans quel cas de figure nous sommes, coalition internationale ou expédition coloniale. La première observation que je ferais, c'est qu'on ne voit pas très bien quelle projection de force peuvent faire les Occidentaux à l'époque, dans la mesure où ils ne sont pas très unis. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, numériquement, il y a un corps expéditionnaire qui grossit, effectivement, progressivement, en nombre. En août 1900 à Tientsin, il y a la présence déjà de 41 390 hommes, dont seulement 1600 Allemands. Au départ, ils sont tout à fait peu nombreux, encore une fois. Et puis, les Allemands se mobilisent. Alors, ils prévoient d'envoyer carrément 20 000 hommes. Très précisément, je lis les rapports d'époque, 800 officiers pour 18 700 hommes et 5 600 chevaux et mulets. Ce sont des volontaires. Les Allemands qui participent à ce corps expéditionnaire sont volontaires. Et d'ailleurs, beaucoup d'Alsaciens-Lorrains, semble-t-il, s'étaient portés volontaires. Et on a dû en refuser. On refusait du monde pour partir en Chine. 5 paquebots ont été mobilisés. Vous me direz, ils auraient pu essayer de prendre le train, le transsibérien, mais il n'était pas achevé. Et d'autre part, les Russes n'étaient plus vraiment les amis des Allemands à ce moment-là. Donc, il y a toute une... c'est le corps expéditionnaire allemand, en fait, qui va surtout peser, finalement, et donner l'impression d'une projection de force, d'autant que, évidemment, le maréchal... le Feldmarschall, son nom est en train de m'échapper, Valerzi, est investi de tous les pouvoirs et autoproclamé chef du corps expéditionnaire. Guillaume II l'a pratiquement autoproclamé. Et donc, alors bon, les diplomates occidentaux ont essayé de faire le dos rond. Les Français y ont été doucement, mais ont tout de même accepté. Mais la mise en place de ce corps expéditionnaire qui va atteindre les effectifs des troupes alliées atteignent en avril 1901 57 600 hommes. C'est pas géant, c'est pas gigantesque, mais dans ces 57 600 hommes, il y a beaucoup d'Allemands. Cette fois, il y a une répartition plus équilibrée des nations. Il y a beaucoup de logistique, il y a des mulets qu'on fait venir d'Australie, il y a des chevaux qu'on est passés par les États-Unis avec des navires spécialisés dans leur transport pour les amener sur le théâtre. Bref, une affaire considérée comme tout à fait importante et on dispose effectivement d'États,
d'opérations combinées qui sont montées par ces forces alliées. Le mot de coalition n'apparaît pas, justement. Là, j'ai ici, par exemple, un ordre d'armée, c'est comme ça que ça s'appelle, signé à Tientsin en octobre 1940, signé Val d'Ersey, justement, feldmarschall, et qui prévoit donc d'occuper une petite ville au sud de Pékin et à l'ouest de Tientsin, Baoding, sauf erreur de ma part, mais en même temps l'écriture de mon attaché de défense n'est pas toujours très lisible. Donc il est question d'aller l'occuper avec un détachement composé de troupes de différentes puissances. Et donc, comme il n'y a pas vraiment de coordination et de commandant en chef, malgré l'impression que ça donne, il a fallu que Val d'Ersey aille voir le général Voiron qui dirige la partie française pour négocier cette affaire avec lui. Donc ce sont des opérations combinées, mais quasiment négociées au coup par coup. Et effectivement, quand on regarde des groupes qui sont constitués et qui vont... Il y a deux groupes. Le second est le plus net, avec un détachement français, un détachement allemand, un détachement italien et un détachement anglais. Et tout ce petit monde va aller occuper la ville en question. On a, pour l'année 1901, parce que la guerre continue, d'autres documents qui établissent, nationalité par nationalité, l'état des forces, l'état des unités militaires qui sont engagées dans cette affaire. Là, j'en ai 3 pages pour des Américains, des Allemands, des Anglais, des Italiens, des Japonais, le nom de tous les régiments, de toutes les compagnies sont bien notés pour une expédition justement de 57 600 hommes. C'est le chiffre effectivement d'avril 1901. Les Allemands ont essayé tout de même de se faire couronner, si j'ose dire, chef d'expédition, et en particulier, on a, du côté de Berlin, imaginé un étendard spécial pour le général, dont décidément je refuse de retenir le nom, Val d'Ersey, un étendard spécial qu'il porte uniquement pour cette expédition et qu'ils espèrent bien, nos voisins allemands, que les autres vont le porter avec lui. Et en fait, les réactions de Delcassé en particulier, qui est aux affaires étrangères, et les réactions du général André, qui est à la guerre, sont très négatives. Il refuse absolument de porter cet étendard spécial du maréchal comte de Val d'Ersey. Pas question de se mettre sous un drapeau qui consignerait la prééminence allemande dans cette affaire. Et cette affaire de l'étendard a été... comment dirais-je, assez importante pour faire l'objet de multiples courriers, en particulier entre Paris et Berlin. Ce qui est plus troublant, c'est qu'en fait, tout le monde n'a pas les mêmes buts de guerre. Et c'est un petit peu ça que la projection de force, que l'expédition internationale pêche par faiblesse. Les Français ne sont pas acharnés. Les Français sont même plutôt tièdes. Ce qui leur importe, c'est de dégager de la légation française, bien sûr. C'est de protéger aussi l'Indochine, parce que la France est tout près, et la France ne veut surtout pas avoir de problèmes nouveaux avec les Chinois. Prendre des bouts de Chine quand on peut, à l'occasion d'un rapport de force, d'accord, mais aller plus loin, non. Les Russes sont... partagés, bon, ils veulent absolument, comment dirais-je, tenir leur région et construire leur chemin de fer du transmanchourien et faire traverser la Mandchourie par le transsibérien. On est en travaux, ça s'est amènera en 1903. Ce sont les Allemands, en fait, qui sont le plus acharnés et qui sont là, on ne sait pas très bien d'ailleurs pourquoi, où on commence à se dire qu'ils ont peut-être des ambitions qui dépassent de loin ce qui est en train, les motifs d'origine de l'opération, des opérations, encore une fois, parce que tout ça est à mettre au pluriel. Ce manque d'unanimité dans les buts de guerre transparaît dans les relations entre les troupes sur place, et en particulier à Tientsin, qui est le quartier général occidental dans cette partie de la Chine. Alors, les troubles les plus fréquents opposent les Russes aux Anglais.
j'allais dire, rien que de très normal dans l'état de leurs relations. Mais bon, des récits font état aussi de bagarres qui éclatent lorsque les Français traversent la concession anglaise, etc. Donc c'est très chaud. C'est très chaud entre Européens. C'est d'autant plus chaud que les Russes ont profité, ce qui évidemment ne peut pas plaire aux Anglais, ont profité à un niveau diplomatique de la situation qui était celle de la Chine pour essayer de faire passer un nouveau traité, un nouvel accord, un nouvel recul territorial, en particulier en Extrême-Orient et dans le Turkestan, c'est-à-dire en Asie centrale. Alors l'attaché militaire français s'est procuré le texte, effectivement, c'était du lourd, c'était du sérieux. Les Anglais s'en doutaient, mais en même temps n'avaient pas, semble-t-il, le document. Et donc ça donne un arrière-plan, un arrière-fond à ces incidents, à ces bagarres qui existent entre Russes et Anglais et Français à l'occasion, notamment à Tientsin. Accessoirement, bon, l'activité de toutes ces unités est de faire du renseignement, bien sûr. Les Français qui sont là et qui arrivent parfois à s'incorporer dans des unités allemandes, voire même à monter des expéditions communes avec eux, prennent des notes sur le comportement du soldat allemand, parce qu'on l'a vu, bien sûr, en 1870, mais enfin, en même temps, les choses ont évolué. Les officiers français prennent des notes sur le comportement du soldat japonais qu'ils commencent à prendre en estime. Le soldat japonais apparaît comme quelqu'un de très respectable et donc de plutôt efficace. Donc, bon, les militaires font leur travail de militaire dans une situation de ce type. Alors, comment qualifier cette intervention ? Les Français ne voulaient absolument pas que ce soit une expédition de type colonial. Pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, l'Indochine est trop proche. Et ce qui se traduit par le fait, note au ministère de la Guerre, note au ministre, je lis, il faut d'abord remarquer qu'on ne saurait considérer une expédition sur le territoire chinois comme une expédition coloniale, et il a paru qu'il était nécessaire de sauvegarder le principe d'après lequel toute guerre hors du territoire français doit être soutenue par l'armée métropolitaine, avec la coopération éventuelle des troupes coloniales. Donc c'est pour ça qu'on fait venir des troupes de France, c'est pour ne pas engager une procédure de type colonial. Par contre, la manière avec laquelle au moins les Français voient l'initiative allemande apparaît coloniale. Écrit un article de journal qui date du 19 décembre 1901 et qui fait le bilan. Malheureusement, cette source ne donne pas le journal, mais enfin, c'est un journal français, parisien, un journal national, Le Temps peut-être, et qui parle dès sa première ligne des débuts dans une expédition coloniale de l'Allemagne. La France identifie tout de suite, ou désigne tout de suite, qualifie tout de suite l'expédition allemande comme une expédition coloniale. Il faut dire que Guillaume II avait donné des éléments pour ça, puisque dans son ordre du jour du 27 juin 1900, il commence lui-même par ces mots. L'Empire allemand, pour la première fois depuis sa restauration, se voit assigner de grandes tâches outre-mer. Missions qui sont beaucoup plus importantes que nombre de nos compatriotes ne s'y attendaient. On est effectivement dans une démarche qui a toutes les apparences d'une démarche coloniale. Les choses, bien sûr, vont perdurer. Val d'Ersay va perdre de sa superbe quand son palais brûle. Il faut dire que, pour bien marquer son importance, il s'était installé dans le palais de l'impératrice, carrément. Et puis, fin avril, je crois, 1901, le palais brûle. Un de ses adjoints général, que j'ai beaucoup de mal à nommer, Schwarzkopf, un nom comme ça, enfin, je pourrais vous l'épeler, si vous voulez, disparaît à cette occasion, mort. Guillaume II est, paraît-il, très affecté parce qu'il se rend compte qu'effectivement, décidément, ce n'est pas si simple et que peut-être ce rêve colonial sur la Chine était un peu un rêve éveillé, si je puis dire. Alors, les résultats de tout ça, c'est que, bien sûr, on voit les effets de la veille politique allemande, de la politique mondiale, et qui, en l'occurrence, peut prendre une tournure coloniale. J'ai le sentiment que cette affaire de Pékin et de Tientsin a fait pas mal, comment dirais-je, avancer ce qui vont devenir les relations et les alliances entre les pays européens. Bon, entre les Français et les Anglais, ça va très mal, puisque Fashoda ne remonte qu'à quelques mois.
C'était fin 98. Et pourtant, en 1904, ce sera l'entente cordiale. Entre-temps, ils sont passés par Pékin ensemble. Avec les Russes, c'est un peu tôt, mais bon, les Anglais se rapprochent plutôt des Japonais avec lesquels ils signent en 1902, mais on le sait, vont trouver aussi un accord colonial avec la Russie en 1907, justement sur la région de l'Asie centrale, sur toutes les régions en litige, comme l'entente cordiale, un ensemble donc de traités coloniaux. Donc il n'est pas exclu que la démonstration qu'a voulu faire l'Allemagne en Chine ait un petit peu fait peur à tout le monde. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Et non pas précipité, mais fait avancer dans une autre direction le système international, où on va voir finalement les trois grands empires qui couvrent à eux seuls presque toute la planète, le britannique, le français et le russe, alliés comme un seul homme contre les empires centraux, et ce sera bien sûr la Grande Guerre. Entre-temps, bien sûr, Tientsin se couvre de concessions, les Russes en profitent pour en établir une, autour de la gare, bien évidemment. Les Allemands abritent l'initiative d'Austro-Hongrois et d'Italiens pour établir leurs concessions. Tientsin, 9 concessions étrangères. 9 concessions étrangères, pas moins. Bon, évidemment, la russe, l'italienne et l'austro-hongroise ne vont pas rester... Si, l'italienne, si, mais l'austro-hongroise ne va pas rester très longtemps. Elle ne va pas beaucoup survivre, évidemment, à la Grande Guerre. Et le quartier des concessions est infiniment plus vaste que la ville de Tientsin elle-même. Un nouvel espace s'ouvre avec des corps d'occupation militaire bien en place, avec une situation tout à fait nouvelle. Alors, un petit mot quand même pour l'Empire chinois, dont c'est la fin. Cette affaire des Boxers, cet état de guerre, signe la mort, en fait, de l'Empire Qing. Malgré d'ultimes tentatives de réforme, ça ne pourra pas aller très loin. La révolution est proche, effectivement, et vous le savez, elle a 100 ans cette année, c'est la révolution de 1911. Avant, d'autres occidentaux avaient fait pression sur la Chine, les banquiers avaient pris le relais des militaires, et en 1910, c'est un blocus financier que les grandes banques occidentales, donc européennes, japonaises, américaines, allemandes, donc aussi sous la houlette de la HSBC, qui est la grande place, la grande banque, le grand outil financier de la place, vont essayer de mener un blocus financier de la Chine pour imposer à la Chine des réformes, pour en faire, comment dirais-je, un client au moins solvable. Et bon, c'est un bras de fer qui va durer plusieurs mois, qui va échouer, mais qui montre assez l'état des tensions dans cette partie du monde à ce moment-là. Donc, que conclure ? Encore une fois, on est dans un effet de surprise et de réaction à chaud à des événements qui dépassent un petit peu les acteurs locaux d'abord, et puis qui dépassent aussi, dont la juste proportion n'est pas vraiment prise par les acteurs plus éloignés comme à Berlin, voire à Paris. En fait, il n'y a ni coalition internationale, ni expédition coloniale, sauf peut-être allemande. Les Européens conservent leur complexe de supériorité. L'année suivante, un bouquin paraît en France avec une belle couverture dont j'ai le dessin quelque part en couleur, titré « À l'assaut de l'Asie », où on voit effectivement un certain nombre d'officiers, drapeaux au vent, qui marchent sur le continent asiatique, dont on ne voit d'ailleurs que des parties désignées qui forment l'empire colonial français, et dont on ne voit qu'un bâtiment identifiable, c'est une église, à l'assaut de l'Asie. Donc on n'a pas renoncé, et c'est publié en 1901, donc c'est vraiment... on est sur l'événement. Si on voit les choses dans une durée un petit peu plus longue, je crois que cette lente descente aux enfers de la Chine qui commence au début du XIXe siècle touche le bas, précisément en 1900-1901. Comme vous le savez, il a eu le temps de se refaire depuis. Je vous remercie. Bien, merci Hugues. Je me demande si ce n'est pas à cette occasion que Guillaume II, qui n'en ratait pas une, à sa façon, a pour la première fois forgé l'expression de péril jaune. Je crois que c'est à ce moment-là. Hein. C'est très possible. Enfin, c'était un mot qui était dans l'air et qui était notamment bien porté dans les milieux nationalistes, ultranationalistes français. Aussi, d'accord. Oui. D'accord. Mais je crois que c'est Guillaume II qui a forgé l'expression de toute façon.
C'est plus tard? C'est après la victoire japonaise sur la Russie en 1905, c'est ça? D'accord. Tenez, à l'assaut de l'Asie, je l'ai là. Ah oui, oui, splendide. Bien, y a-t-il des questions, remarques? Merci, vous avez effleuré le problème et je souhaiterais que vous alliez un peu plus avant. Comment était réalisée l'unité d'action de ces forces expéditionnaires? Vous avez évoqué un conseil de guerre, je suppose que c'était l'échelon politique qu'on dirait maintenant. Et ensuite, sur le terrain, vous avez dit que le représentant allemand allait négocier au coup par coup, mais est-ce qu'il n'y avait pas des dispositions un peu plus pérennes pour réaliser l'unité d'action? Merci. Si je vous dis que je les ai cherchés... Vous voulez parler d'une sorte d'état-major permanent, en fait? Je crois qu'il n'y avait pas de mandat international. Il y avait une autoproclamation de l'Allemagne comme leader d'une opération dans laquelle elle débarquait après coup, dans une certaine mesure. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu d'état-major centralisé, de coalition. J'ai cherché dans les papiers, je ne l'ai pas trouvé, ça m'a peut-être échappé. En fait, j'ai vu à travers tout ça qu'il y a une recherche qui mériterait d'être vraiment approfondie sur la base de toutes les archives des pays concernés. Parce que moi, j'ai eu accès aux archives françaises, bon, je lis l'anglais, je ne connais pas l'allemand, je ne connais pas le russe, je ne connais pas le japonais. Donc, j'ai cette doctorante chinoise qui a travaillé avec moi. Mais bon, il me semble qu'il y a matière à faire une recherche plurinationale sur un événement qui me paraît avoir une importance un tout petit peu négligée. Mais effectivement, on n'a pas rencontré, mais peut-être que Jean-Pierre Goman aurait des éléments là-dessus, d'état-major centralisé. J'ai une question justement, tu évoquais les différents acteurs, mais il y en a un qui passe un peu à l'as, si j'ose dire, c'est les États-Unis. Et moi, il m'interpelle parce que c'est une puissance coloniale, c'est un moment que les Américains eux-mêmes ont oublié assez vite, et pourtant il défend donc la liberté de navigation, la fameuse porte ouverte, etc. dans la région. Comment se fait-il qu'il se retrouve là, en fait, dans cette expédition qu'on a un peu de mal à qualifier? Et puis j'ai une deuxième question sur la mémoire de cet épisode en Chine. Est-ce que tu as des éléments sur la... On sait qu'il y a une mémoire très, très à vif du passé, et du passé assez lointain, première moitié du XXe. Est-ce que ça remonte jusqu'à l'expédition de Pékin? Est-ce que cet épisode est instrumentalisé par les autorités chinoises à telle ou telle occasion? Merci. Bon, sur les Américains, je crois que c'est tout simplement le fait que les États-Unis font partie des puissances qui sont assiégées, qui mobilisent des soldats américains qui sont pas loin, qui sont aux Philippines en particulier. États-Unis, puissance coloniale, ils refusent, ils récusent le terme, y compris pour les Philippines. Donc, d'ailleurs, ils profitent de cet épisode pour réaffirmer leur attachement à la politique de porte ouverte et non pas de partage de la Chine. Sur la mémoire, bon, il y a bien d'autres moments sur lesquels on pourrait s'appuyer pour, pour attiser une certaine rancœur chinoise à l'écart des Occidentaux. Certainement que cet épisode de 1900 a été un des plus violents et les termes mêmes, par exemple, employés par Guillaume II l'étaient. La mémoire aujourd'hui, elle est à la mesure de la croissance chinoise. Bon, d'abord, comme dans tout pays, les Chinois conservent la mémoire de ce qu'ils veulent ou de ce qui les arrange. Il y a, par exemple, je citais les concessions tout à l'heure. Il y a dans plusieurs villes, Shanghai, Wuhan, Tianjin, des concessions effectivement étrangères, particulièrement importantes à Tianjin, et relativement épargnées jusqu'à maintenant, puisque Tianjin fait partie de la dernière vague, en quelque sorte, de la modernisation chinoise, et donc une association locale s'était constituée pour préserver le patrimoine des concessions, avec sans doute d'arrière-vue touristique, alors qu'au contraire, mais on sent sur place des tensions comme ça entre les groupes. Alors que d'autres bâtisseurs voulaient tout raser pour faire une super ville moderne, etc., etc. Donc, oui, je crois que on conserve ou on peut réveiller facilement la mémoire de tout cela. Mais entre-temps, il y a quand même eu le sac du Palais d'été, il y a eu toutes sortes de choses qui, naturellement,
pouvait très bien entretenir une solide rancœur de la part des Chinois. Jean-Pierre Gomin. J'aborde un sujet délicat puisqu'il est question de laïcité. Les missions catholiques. La France n'était présente en Chine, y compris les bouffeurs de curés, que par les missionnaires. Hein, bon. Et M. Pichon, qui était un anticlérical notoire, Darcy l'oblige à envoyer l'enseigne de Vaisseau-Henri, qui avait un frère jésuite d'ailleurs, pour aller défendre la cathédrale avec Monseigneur Favier, qui était le vicaire apostolique, ancien officier, et qui reçoit le 15 août, quand c'est les Japonais qui dégagent la cathédrale, et il les reçoit. Il avait, je ne sais pourquoi, un clairon dans ses bibelots, et il les reçoit au son de la casquette du Père Bugeaud. Voilà. Juste pour compléter là-dessus, si vous me permettez, non seulement les Français faisaient la claire distinction entre la métropole et les colonies en matière de laïcité. La loi de 1901 n'est pas encore sortie, mais enfin, elle n'est pas loin, elle est dans les cartons. C'est vrai que dans tout le monde colonial, on va s'appuyer sur les missions. La Troisième République va s'appuyer sur les missions, et plus encore en Chine, où la France a officiellement le protectorat des missions catholiques. Il y avait, si je ne m'abuse, sous la Troisième République, il y a eu une sorte de partage dans le monde colonial français entre les catholiques à qui on a donné le gros du morceau des missions